Dans le monde des clubs de motards hors la loi, il existe une règle tacite dont la plupart des gens ne parlent jamais. Pendant des décennies, les plus grands noms du monde biker, les Hells Angels, les Outlaws, les Pagans, réservaient leur adhésion uniquement aux hommes blancs. Ce n'était écrit dans aucun règlement. Ce n'était pas nécessaire. Tout le monde le savait. Mais tous les clubs ne jouaient pas selon ces règles. Certains ont choisi une voie différente. Ils ont ouvert leurs portes à tous ceux capables de rouler, de se battre et de porter le patch avec fierté. Noirs, blancs, mexicains, asiatiques, peu importait. Ce qui comptait, c'était la loyauté. Voici les clubs de motards hors la loi qui ont brisé la barrière raciale. Et voici comment ils l'ont fait. The Chosen Few MC. Le Chosen Few Motorcycle Club a vu le jour à South Central Los Angeles en 1959, à une époque où la société dominante comme la culture biker était profondément ségrégée. Les clubs de motards blancs n'acceptaient pas les riders noirs. Ce n'était écrit dans aucun règlement. Ce n'était pas nécessaire. Lionel Ricks refusa d'accepter cette réalité. Ricks fonda le club aux côtés de premiers membres dont les noms deviendraient légendaires dans les cercles bikers noirs. Ils avaient deux noms sur la table, Patriots of Iron et Steel, ou Chosen Few. Ils choisirent le second et, dès le départ, opérèrent sous la devise « Take none, give none », symbolisant à la fois le respect de soi et la résistance. Ce qui les distinguait n'était pas seulement leur talent ou leur fraternité, c'était leur intention. En 1960, seulement un an après la fondation, ils prirent une décision délibérée qu'aucun autre club hors la loi n'avait prise auparavant. Ils votèrent pour accepter Art, connu sous le nom de White Boy Art, comme membre full patch. Ce n'était pas une inclusion passive. C'était un rejet actif des barrières raciales imposées par les groupes blancs dominants premiers. L'intégration ne s'arrêta pas là. Un radical mexicain de 5 pieds 6, nommé 69 Jim, rejoignit le club et leur apporta quelque chose qui définirait leur identité visuelle, le patch en diamant. Leur logo évolua vers un point aux bandes arc-en-ciel, représentant chaque race roulant sous leur couleur. Le retour de bâton des clubs blancs fut immédiat et violent. Les membres blancs des Chosen Few, on leur disait qu'ils « belonged to a nigger club ». D'autres organisations essayèrent de leur faire honte pour qu'ils cessent de porter le patch. Rien de tout cela ne fonctionna. Les membres blancs se battirent pour leur place et portèrent fièrement les couleurs. Ce qui est notable, c'est l'origine de cette animosité. En 1966, le magazine Ebony publia un article sur les Chosen Few. Le club expliqua aux journalistes qu'il ne subissait aucune animosité raciale de la part des Hells Angels. La plus grande organisation hors la loi du monde n'avait aucun problème avec eux. C'étaient les plus petits clubs qui portaient cette haine. Au fil des décennies, les Chosen Few devinrent une organisation internationale comptant plus de 2000 membres. Certains chapitres restèrent entièrement noirs. D'autres devinrent entièrement blancs. D'autres encore étaient moitié mexicains, moitié asiatiques. La composition raciale variait, mais la philosophie restait la même. Le club bâtit également une réputation d'implication communautaire qui contredisait l'image hors la loi. Ils devinrent connus pour leurs collectes annuelles de jouets, réunissant des cadeaux pour des enfants défavorisés. Leur travail leur valut un MLK Award pour service communautaire. Le Clubhouse de la 108e Street à Los Angeles devint une véritable institution du quartier. Les règles affichées sur la porte d'entrée rendèrent leur position claire. No weapons, no fighting, no narcotics, no rags, no 40 ounces. Le club affirmait même avoir réduit la violence dans le secteur. Les gangbangers savaient que les Chosen Few réagiraient agressivement si quelqu'un attirait l'attention de la police sur leur bloc. Les hors-la-loi étaient devenus des gardiens de la paix. Mais le club ne pouvait éviter totalement les conflits. En 2000, un passage à tabac eut lieu au Clubhouse. En 2006, une jeune fille fut abattue sur la propriété. En 2011, une opération d'infiltration du LAPD mena à l'arrestation de 11 membres.
Finalement, ils perdirent complètement le clubhouse de la 108e Street. À travers tout cela, le club maintint des protocoles stricts. Les prospects commençaient avec un patch noir temporaire. L'adhésion complète exigeait de mériter le passage à la croix rouge et blanche. Le processus était délibéré. Rien n'était donné. Le réalisateur de documentaire Gusmano Cesaretti découvrit le club par hasard lorsqu'il les aperçut roulant sur l'autoroute et leur demanda de s'arrêter. Ce qu'il trouva changea sa vision de la culture biker hors la loi. « They had so much positive energy », dira plus tard Cesaretti. Il réalisa un film documentant leur histoire. Avant la mort de Lionel Rix, le fondateur regarda ce documentaire. Il était assis, les larmes aux yeux, voyant la fraternité qu'il avait construite projetée à l'écran. Le club commanda même son propre poème, The Saga of the Chosen Few, une ballade retraçant leur histoire avec leurs propres mots, d'un rider noir rejeté en 1959 à plus de 2000 membres répartis dans des chapitres internationaux. Les Chosen Few prouvèrent qu'un club de motards hors la loi pouvait fonctionner selon des règles différentes. Ils n'attendirent pas l'acceptation, ils créèrent la leur. Mais les Chosen Few n'étaient pas les seuls bikers noirs à construire quelque chose en 1959. Quelques centaines de kilomètres plus au nord, à Oakland, un autre club se formait, et leur histoire allait s'entrelacer avec l'organisation de motards la plus tristement célèbre de l'histoire. East Bay Dragon, MC. Le East Bay Dragons, MC, est né des mêmes circonstances qui ont façonné l'Amérique noire de l'après-guerre. La migration, la ségrégation et la recherche constante d'une communauté dans un territoire hostile. Toby Gene Livingston était le fils d'un métayer de Louisiane. Sa famille faisait partie de la Great Migration, le vaste mouvement de familles noires quittant le sud rural pour les villes du nord et de l'ouest à la recherche de meilleures opportunités. Ils s'installèrent à Oakland dans les années 1950 et Livingston regardait ses jeunes frères dériver vers la rue. Sa solution fut un club automobile. Garder les frères ensemble, les occuper, les garder loin des problèmes. Ce plan fonctionna jusqu'en 1959, lorsqu'une bagarre dégénéra et qu'une voiture traversa la porte d'entrée du Snow Building où ils se réunissaient. L'incident devint un tournant. Livingston avait besoin d'une nouvelle direction. À cette époque, il rencontra un jeune rider blanc nommé Sonny Barger. Barger construisait sa propre organisation de l'autre côté de la ville. Un club qui deviendrait plus tard le gang de motards le plus tristement célèbre du monde, les Hells Angels. Mais à cette époque, avant les inculpations fédérales et l'expansion internationale, Barger et Livingston devinrent amis. C'est Barger qui suggéra à Livingston de passer des voitures aux motos. La logique était pratique. Les motos étaient plus discrètes. Les motos coûtaient moins cher. Et les motos ne traversaient pas les portes d'entrée des bâtiments pendant les bagarres. Livingston suivit le conseil. Le East Bay Dragons MC était né. Mais obtenir des motos représentait son propre défi. Les concessionnaires Harley-Davidson de la Bay Area refusaient de vendre à des clients noirs. Ce n'était pas une politique officielle. Ce n'était pas nécessaire. Les riders noirs entraient dans les showrooms et étaient ignorés, renvoyés, ou on leur disait qu'il n'y avait rien en stock. Les dragons trouvèrent une autre solution. Ils achetèrent des machines d'occasion, partout où ils le pouvaient, certaines pour à peine $30. Des motos usées qui demandèrent des réparations, mais c'était des Harley. Et dans le monde hors la loi, c'est ce qui comptait. La structure du club reflétait ses origines de club automobile. Ils portaient des patchs carrés au lieu des designs ovales ou circulaires typiques. Ils utilisaient des patchs rectangulaires en bas au lieu des rockers courbés que les autres clubs utilisaient pour revendiquer un territoire d'État. Ce n'était pas des accidents. C'étaient des choix délibérés qui distinguaient visuellement les dragons de tous les autres clubs de motards en Californie. Contrairement aux Chosen Few à Los Angeles, les dragons ne s'intéressaient pas à l'intégration. Ils gardèrent leur adhésion entièrement noire, entièrement masculine et entièrement Harley. Aucune exception. Il ne s'agissait pas d'exclusion. Il s'agissait d'identité.
Les dragons voulaient construire quelque chose appartenant entièrement à leur communauté. Ils avaient aussi des règles qui les séparaient des autres organisations hors la loi. Chaque membre devait avoir un emploi. Aucune drogue ne pouvait circuler dans le club. Lorsque des dealers tentèrent d'infiltrer l'organisation, Livingston ferma complètement le clubhouse plutôt que de laisser cet élément corrompre ce qu'il avait construit. Le clubhouse des Dragons à Oakland se trouvait à seulement quelques pâtés de maison du siège du Black Panther Party. Cette proximité n'était pas un hasard. Huey Newton et Bobby Seale mangeaient régulièrement chez Papa Joe's Soul Food, un restaurant appartenant à Joe Louis, membre des Dragons. Lorsque les Panthers construisaient leur organisation, ils venaient voir les Dragons pour obtenir des idées et du soutien concernant la structure, la discipline et la loyauté. Les Dragons participèrent au rassemblement Free Huey pendant l'emprisonnement de Newton. La police confondait souvent les deux organisations, incapables de distinguer les hommes noirs en cuir sur des motos des hommes noirs en béret de cuir. Après la dissolution du Panther Party, certains anciens membres devinrent eux-mêmes des Dragons. L'amitié entre Livingston et Barger dura des décennies, couvrant toute l'histoire des deux organisations. Deux hommes issus de mondes différents qui se respectèrent jusqu'à la fin. Barger écrivit même la préface du livre de Livingston, Soul on Bikes, un mémoire racontant l'histoire des Dragons avec les propres mots de Livingston. Le club ne s'étendit jamais. Un seul chapitre, un seul clubhouse, le même endroit pendant plus de 45 ans. Dans un monde hors la loi obsédé par le territoire et l'expansion, les Dragons restèrent locaux et restèrent concentrés. Cela ne signifiait pas qu'ils évitaient totalement la violence. En septembre 2011, un homme armé entra dans le clubhouse et abattit un membre, le tuant. La rue retrouva les Dragons même lorsqu'ils ne cherchaient pas les problèmes. L'héritage du club s'étendit jusque dans la culture mainstream. Les Grim Bastards, dans la série télévisée Sons of Anarchy, étaient directement inspirés des East Bay Dragons, un club fictif entièrement noir allié aux protagonistes blancs. Le rappeur Richie Rich devint un membre de longue date, donnant au club une visibilité dans les cercles hip-hop. Le travail communautaire resta au cœur de leur identité. Distribution de dinde à Thanksgiving, collecte de jouets à Noël, fête de quartier en été, rite de sensibilisation au cancer du sein. Les hors-la-loi redonnaient constamment à la communauté. En 2014, le Oakland City Council honora les East Bay Dragons avec une résolution officielle reconnaissant leur décennie de service communautaire. L'année suivante, ils participèrent à la parade du championnat des Golden State Warriors, leur présence devenant un symbole de la fierté d'Oakland. Toby Jean Livingston mourut en juillet 2020 à l'âge de 86 ans. Le monde biker perdit l'un de ses véritables originaux. Dwayne Williams prit la présidence, héritant d'une organisation qui avait maintenu ses principes pendant plus de 60 ans. Le Thunder Guards MC est né d'une génération d'hommes noirs ayant servi leur pays avant de rentrer chez eux pour découvrir que ce service ne signifiait rien aux yeux des établissements blancs qu'ils rencontraient. Fondé en 1965 à Wilmington, Delaware, le club fut construit par des vétérans noirs ayant combattu à l'étranger et qui n'avaient aucun intérêt à se faire dire où ils pouvaient ou non rouler. Les membres fondateurs portaient des noms qui deviendraient légendaires dans les cercles bikers de la côte Est. Bucky, qui choisit le nom du club, aux côtés de Junkyard, Fishman, Billy C, Charlie, Gordy et Cuppy. Une seconde vague suivit peu après, des riders qui se surnommaient eux-mêmes les 7%. Big Leonard, Joe, Lancy, Marvin, Sonny, Sam et Soulman. En 1966, ils établirent leur premier clubhouse à l'angle de la 9th et Wilson Street. Les Thunder Guards étaient officiellement sur la carte. Ce qui distinguait les Thunder Guards n'était pas seulement leur passé militaire, c'était aussi les alliés qu'ils choisissaient. Les Pagans MC étaient l'un des plus puissants clubs blancs 1% R de la côte Est, avec une réputation d'extrême violence et une adhésion presque entièrement blanche. À une époque où les lignes raciales dans le monde biker étaient tracées dans le sang,
Une alliance entre un club noir et les pagans semblait impossible. Les Thunder Guard réussirent à la rendre réelle. Le partenariat était rare mais authentique. Les pagans respectaient la discipline et la mentalité de vétérans des Thunder Guard. Les Thunder Guard obtenaient en retour l'accès à des réseaux et à une protection qui leur aurait autrement été inaccessible. Les pagans créèrent même un club de soutien noir séparé appelé Thunderbirds MC à Baltimore, renforçant davantage cette relation. Les Thunder Guards construisirent leur identité autour de cette alliance et de leur héritage commun. Leur devise résumait ces deux éléments. As brothers we ride with black pride. Le club déménagea à mesure qu'il grandissait. En 1970, ils s'installèrent sur Gordon Street. En 1983, ils s'établirent au 28e et Northeast Boulevard. En 1979, le club formalisa sa structure de direction lorsqu'un conseil fut élu et que le membre fondateur Sam devint président. Un aspect de la réputation des Thunder Guard les distinguait des autres organisations hors la loi. La médiation. Le club devint connu comme des artisans de paix dans un monde défini par la violence. Lorsque les tensions montaient entre des clubs rivaux, les Thunder Guard intervenaient pour empêcher l'effusion de sang. Les membres partageaient régulièrement des repas avec d'autres organisations, maintenant des relations au-delà des lignes raciales et territoriales. Dans une culture hors la loi construite sur le conflit, les Thunder Guard choisissaient la diplomatie chaque fois que possible. Cette réputation de médiation ne signifiait pas que le club évitait totalement la violence. Le clubhouse devint un aimant à problème. Sur une période de 8 ans, la propriété fut liée à 15 fusillades et 5 homicides. L'adresse qui abritait des gardiens de la paix abritait aussi le chaos. Les forces de l'ordre finirent par réagir. En 2006, les autorités exécutèrent un mandat de perquisition sur le clubhouse. Elles saisirent des drogues, du matériel lié aux stupéfiants et 9 armes à feu. Mais ce n'était que le début. En 2012, les agents fédéraux lancèrent Opération Thunderclap. 10 mandats de perquisition furent exécutés simultanément, entraînant 8 arrestations. La saisie était importante. Plus de 2 kg de cocaïne évaluée à environ 100 000 $, 167 grammes de marijuana, 41 000 $ en espèces et plus de 12 armes à feu. L'opération révéla un réseau de trafic actif depuis des années. Des membres furent inculpés au niveau fédéral pour distribution de méthamphétamine et trafic d'héroïne. Le club qui s'était forgé une réputation de maintien de la paix entre organisations était désormais en guerre contre le gouvernement fédéral. Les conséquences dépassèrent largement la rue. Un Navy Chief Culinary Specialist perdit son grade à cause de son appartenance au Thunder Guard. Un Navy Culinary Specialist première classe fut condamné à 210 jours de détention et reçut une Bad Conduct Discharge. Des carrières militaires prirent fin à cause des affiliations au club. En 2014, l'État du Delaware engagea une procédure judiciaire pour fermer complètement le clubhouse. La propriété qui servait de quartier général depuis les années 1980 devenait désormais la cible d'une action civile. Les autorités affirmaient que l'endroit était devenu une nuisance publique, un centre d'activité criminelle mettant en danger la communauté environnante. Malgré les batailles judiciaires et les opérations fédérales, les Thunder Guards conservèrent une caractéristique qui les distinguait de nombreuses organisations hors la loi: la continuité générationnelle. Le club devint multigénérationnel, les Fields suivant leur père dans les rangs. Le patch n'était pas seulement un symbole d'adhésion, c'était un héritage familial. Les Thunder Guards prouvèrent que les alliances dans le monde biker n'avaient pas besoin de suivre des lignes raciales. Un club noir et un club blanc pouvaient trouver un terrain d'entente, même à une époque où de tels partenariats semblaient impossibles. Mais 200 miles plus au sud, à Philadelphia, un autre club se formait avec une philosophie complètement différente. Wheels of Soul MC. Le Wheels of Soul MC a été fondé à Philadelphia en 1967 par un homme connu uniquement sous le nom de Coffee. Sa véritable identité reste inconnue à ce jour. Un mystère qui ajoute aux origines énigmatiques du club.
Ce qui avait commencé comme un club social évolua en quelque chose de bien plus dangereux. Dans les années 1970, les Wheels of Soul s'étaient transformés en une véritable organisation hors la loi premier. Et ils n'avaient aucun intérêt à suivre les règles traditionnelles de la culture biker. La rupture la plus évidente avec la tradition concernait ce qu'ils conduisaient. Dans un monde où Harley-Davidson était une religion, de nombreux membres des Wheels of Soul choisirent plutôt des sportives, des machines japonaises avec carénage en plastique et moteurs montant haut dans les tours. Pour l'ancienne garde, c'était une hérésie. Pour les Wheels of Soul, c'était une déclaration. Ils se définiraient selon leurs propres règles. Ce qui les distinguait réellement était leur politique d'adhésion. Les Wheels of Soul étaient multiraciaux dès le début, avec un noyau majoritairement noir, accueillant des riders de toutes origines. Un documentaire de 2006 les décrivit comme « The only racially mixed 1% outlaw motorcycle club in the world ». Leur devise reflétait cette permanence. Buveux FFW. Wheels forever, forever wheels. Cette philosophie alimenta une expansion rapide. Aujourd'hui, les Wheels of Soul revendiquent plus de 400 membres répartis dans plus de 25 États, avec un chapitre à Puerto Rico. Ils se présentent comme le plus grand club hors-la-loi multiracial d'Amérique. Mais les forces de l'ordre dressent un portrait très différent de l'organisation. Les enquêteurs fédéraux ont documenté que le club finance ses activités par des braquages et le trafic de drogue, avec un accent particulier sur le crack cocaine et l'héroïne. Les Wheels of Soul ne sont pas hors la loi uniquement de nom. Ils fonctionnent comme une entreprise criminelle. La violence commença tôt et ne s'arrêta jamais. En 1979, une fusillade éclata au Woodrow Wilson High School lorsque des membres des Wheels of Soul affrontèrent les Ghetto Riders. L'incident attira l'attention des forces de l'ordre d'une manière qui définirait leur relation avec les autorités pendant des décennies. Dans les années 2000, les Wheels of Soul étaient en guerre sur plusieurs fronts. En 2009, des membres abattirent un membre des Sin City Titans à Saint-Louis. Les Sin City Titans étaient alliés au Outcast MC, principal rival des Wheels of Soul. Le meurtre envoya un message clair. Toute personne liée à l'ennemi devenait une cible. L'année suivante, un membre nommé Marshall Big Bow Fry tira au fusil à pompe sur le clubhouse des Hells Lovers à Denver. Encore plus de violence se propageant à travers les frontières des États contre des clubs alignés avec leurs ennemis. En 2011, les procureurs fédéraux déposèrent des accusations de racket contre l'opération de Saint-Louis. 18 membres furent condamnés, révélant un réseau de trafic de drogue et de crimes organisés actifs depuis des années. Cette même année, un membre nommé Jerry Shaka Elkins ordonna un complot de meurtre visant des membres du Outcast MC à East St. Louis. Le plan consistait à pénétrer en territoire ennemi pour exécuter les rivaux sur leur propre terrain. Seule une forte présence policière dans la zone empêcha l'attaque. Elkins fut plus tard reconnu coupable de conspiration de meurtre. La guerre continua de faire des victimes. En 2013, une confrontation dans un magasin Cycle Gear tourna au drame lorsqu'un président du Real Kings MC fut tué. L'un des membres des Real Kings présents portait un patch de soutien du Outcast, ce qui le désignait comme un ennemi en territoire Wheels of Soul. Cette même année, 3 membres furent blessés par balle devant le clubhouse du club à West Philadelphia. L'organisation qui avait commencé dans cette ville 46 ans plus tôt saignait désormais sur son propre territoire. La violence n'était pas toujours dirigée contre des rivaux. En 2014, le membre Christopher Fields tua son propre cousin lors d'un incident de rage au volant, lui tirant dessus sur Roosevelt Boulevard à Philadelphia. Ce meurtre démontra que la culture de violence au sein de l'organisation dépassait largement les affaires du club. Toujours en 2014, Stephen Hicks fut abattu lors d'une fête à Birmingham, Alabama. Le Outcast MC fut soupçonné dans ce meurtre, un autre corps dans la guerre continue entre les deux organisations. En 2015, LaBryan Dale Parker fut tué à l'intérieur du Tangerine Tavern à Philadelphia. 3 autres membres des Wheels of Soul furent blessés dans la même attaque.
le club subissait des pertes dans sa propre ville. Les problèmes judiciaires dépassaient largement les accusations de meurtre. En 2020, 2 femmes furent inculpées pour avoir acheté illégalement des armes à feu au nom de membres du club. En 2023, un membre haut placé fut arrêté en Virginie lors d'un coup de filet antidrogue. En 2025, un membre mena la police dans une course-poursuite à grande vitesse en North Carolina avant de s'écraser. Les policiers trouvèrent 2 armes de poing non enregistrées dans le véhicule. L'influence du club atteignait des endroits inattendus. Un Navy Senior Chief Petty Officer, un E8, fut photographié portant les couleurs des Wheels of Soul, du personnel militaire affilié à une organisation faisant l'objet d'enquêtes fédérales pour racket et trafic de drogue. Malgré les conflits constants avec le Outcast MC, les Wheels of Soul conservaient des alliances avec d'autres organisations. Les Pagans MC et les Unknown Bikers MC considèrent tous deux les Wheels of Soul comme des alliés, créant un réseau de soutien à travers toute la côte Est. Les Wheels of Soul construisaient un empire par tous les moyens nécessaires. Mais la même année que leur fondation, 2 autres clubs virent le jour, l'un dans l'Indiana et l'autre à Chicago. Et tous deux allaient nous conduire la culture biker noire dans des directions complètement différentes. Sin City Disciples MC. Le Sin City Disciples MC est né à Gary, Indiana, en 1967. Une ville qui était alors l'une des plus noires d'Amérique. Les aciéries dominaient le bord du lac. Les familles noires de la classe ouvrière remplissaient les quartiers. Et un groupe de riders décida qu'il était temps de construire quelque chose qui leur appartenait. Le nom vint plus tard. Lorsque le club ouvrit un chapitre à Las Vegas, le surnom de la ville resta. Ils devinrent les Sin City Disciples. Et oui, l'orthographe est intentionnelle. Disciples, pas disciples. Comme les Wheels of Soul à Philadelphia, les Sin City Disciples étaient ouverts à toutes les races, mais restaient majoritairement noirs dans leur noyau. Ils accueillaient toute personne prête à rouler et à s'engager, mais leurs racines étaient profondément ancrées dans l'Amérique noire. Ces racines allaient être mises à l'épreuve presque immédiatement. En 1968, seulement 1 an après la fondation du club, 2 membres furent arrêtés pour le viol d'une femme blanche. Les autorités imposèrent des couvre-feux. Le gouverneur déploya 550 soldats de la National Guard pour rétablir l'ordre. Lorsque le chaos prit fin, 123 Afro-Américains avaient été arrêtés, dont 47 uniquement pour violation du couvre-feu. Les Sin City Disciples survécurent aux conséquences. Mais l'incident démontra à quel point l'époque était explosive. Un club de motards noirs dans l'Amérique des années 1960 n'était pas seulement un groupe de riders, c'était une cible. Le club continua d'avancer et construisit une identité basée sur une loyauté absolue. Leur devise résumait tout, Death Before Dishonor, et DFFD, signifiant Disciples Forever. Forever Disciples. Ils développèrent leur propre code interne, 1934 Express, où 19 représentait S, 3 représentaient C et 4 représentaient D. Leur clubhouse n'était pas appelé Clubhouse. Ils étaient appelés City Hall. Cette culture de loyauté et d'identité les aida à s'étendre bien au-delà de ce que les fondateurs auraient pu imaginer. Aujourd'hui, les Sin City Disciples sont une organisation internationale, avec des chapitres au Canada, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Sud. Un club né dans une ville sidérurgique de l'Indiana fait désormais flotter son patch sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Aux États-Unis, il revendique des chapitres dans plus de 25 États. L'organisation construisit un réseau d'alliés et de clubs de soutien pour étendre son influence. Les Daourou MC et Mixed Breed MC roulent comme alliés. Des clubs de soutien comprenant les Street Misfits MC, Black Angels MC et So Solid Riders MC opèrent sous leur bannière. Ils créèrent même les Sin City Titans.
un club frère spécialement destiné aux riders préférant les motos métriques et sportives aux Harleys. Mais l'expansion apporta des ennemis et attira l'attention fédérale. Les Sin City Disciples et le Wheels of Soul MC sont rivaux depuis des décennies. Deux clubs majoritairement noirs en compétition pour le même territoire, les mêmes recrues, le même respect. Le conflit couve depuis des années sans résolution. En 2011, les procureurs fédéraux déposèrent des accusations de racket contre l'organisation. Plusieurs membres furent condamnés, révélant des opérations criminelles actives depuis des années. Cette même année, les rivaux frappèrent leur infrastructure. Le Clubhouse de Pittsburgh fut incendié. En 2012, il fut incendié une seconde fois. Quelqu'un voulait chasser les Sin City Disciples de Pennsylvania. La violence s'étendait dans toutes les directions. En 2013, un membre des Sin City Disciples attaqua un membre des Toros MC avec une machette à Dayton, Ohio. La victime souffrit d'une fracture du crâne. L'agression démontra la volonté du club d'utiliser une violence extrême contre ceux qu'il percevait comme des ennemis. En 2014, le membre James Norman tira sur une voiture lors d'un incident de rage au volant sur Highway 41. Il fut inculpé pour tentative d'homicide. La culture de violence au sein de l'organisation dépassait largement les affaires du club, pour atteindre les rencontres du quotidien. Les crimes financiers devinrent également une partie du profil du club. Le chapitre de Cleveland fut lié à une fraude aux chèques dans laquelle 25 véhicules furent achetés à l'aide de faux chèques. L'opération révéla une planification criminelle sophistiquée allant au-delà du trafic de drogue de rue. Les Sin City Disciples ont mondialisé la culture biker noire tout en conservant l'identité hors la loi qui les définissait depuis le début. Mais à Chicago, un biker mexicano-américain était sur le point de créer l'un des clubs les plus étranges de l'histoire hors la loi. Un club qui recruterait des membres noirs alors que tout le monde les rejetait. Hells Lovers MC Frank Rios savait ce que signifiait le rejet. En 1967, ce biker mexicano-américain du West Side de Chicago tenta de rejoindre les clubs de motards déjà existants dans la ville. Ils le rejetèrent. Sa peau était trop foncée. Son sang était mauvais. Il ne correspondait pas à l'image qu'il voulait en projeter. Alors, Rios décida d'agir. Avec le cofondateur Andrew Pool, Rios créa son propre club. Et lorsqu'il recrutait des membres, la couleur de peau n'avait aucune importance. Les riders blancs étaient les bienvenus. Les riders noirs étaient les bienvenus. Tous ceux que les autres clubs avaient rejetés, Rios les acceptait. Ils se firent appeler les Hells Lovers MC. Rios utilisait le surnom Claim Jumper, et le club qu'il construisit devint l'une des premières organisations de motards intégrées de Chicago, recrutant activement des riders noirs alors que personne d'autre ne le faisait. Mais Rios ne voulait pas simplement s'intégrer dans le monde hors la loi. La plupart des clubs hors la loi portent un patch 1%, une référence à l'ancienne affirmation selon laquelle 99% des motards respectent la loi et qu'un seul % sont des hors-la-loi. Le patch 1% est un badge d'honneur dans cet univers. Il vous marque comme faisant partie de la frange criminelle. Les Hells Lovers considéraient que ce n'était pas suffisant. Ils portent à la place un patch 0%. Le message est clair. Ils se considèrent plus hors-la-loi que les hors-la-loi eux-mêmes, en dessous du bas, au-delà de la marge. 0% de chance de suivre les règles de qui que ce soit. Leur devise correspondait à cette attitude. Death is my sidekick and the highway is my home. Cette philosophie leur créa immédiatement des ennemis. Les Outlaws MC voulaient les voir disparaître. Les Phantom MC voulaient les voir disparaître. Les Wheels of Soul, un autre club comptant des membres noirs, les considéraient comme des rivaux. Les Hells Lovers étaient entourés d'organisations qui voulaient les effacer de la carte. La violence commença très tôt. En 1980, les autorités firent une descente dans le clubhouse des Hells Lovers, après qu'une femme eut affirmé avoir été battue et violée sur place. 9 membres furent arrêtés. Les policiers saisirent une grenade à main et 3 fusils à pompe durant la perquisition. En 1984,
Le président James Burrell fut arrêté en lien avec un réseau de vol. La police récupéra 488 objets volés liés aux activités du club. En 1985, la guerre fit sa première victime documentée. Le membre de Saint-Louis Luther Vaughn Jr. fut tué dans une boîte de nuit par des membres du Marauders MC. Les Hells Lovers enterraient désormais les leurs. Les conflits continuèrent pendant des décennies. En 2008, l'événement moto Iron Horse Roundup fut entièrement annulé à cause des menaces échangées entre les Hells Lovers et les Outlaws MC. Le conflit était devenu si dangereux que les organisateurs refusèrent de prendre le risque d'accueillir les deux clubs. En 2010, les Wheels of Soul ouvrirent le feu sur le clubhouse des Hells Lovers à Denver. L'attaque démontra que le club affrontait des ennemis sur plusieurs fronts simultanément. Les procureurs fédéraux finirent par monter un dossier. En 2012, des agents fédéraux lancèrent des raids qui entraînèrent l'arrestation de 19 membres des Hells Lovers pour des accusations liées aux drogues, aux armes et aux explosifs. L'enquête révéla que les clubhouses de Commerce City et Denver avaient servi de centre de distribution de drogue entre 2005 et 2011. L'opération avait fonctionné pendant 6 ans avant d'être stoppée par les forces de l'ordre. La guerre contre les Phantom MC devint mortelle en 2013. Une fusillade en drive-by tua le membre des Phantom MC, Stephen Caldwell. Les Phantom MC préparèrent des représailles visant les funérailles des Hells Lovers, avec l'intention de frapper lorsque leurs ennemis seraient réunis pour pleurer leur mort. Le cycle de violence menaçait d'échapper à tout contrôle. En 2018, un incident à Tulsa dégénéra lorsque des membres des Outlaws MC tentèrent d'arracher un patch des Hells Lovers, une violation extrêmement grave du protocole biker. L'affrontement entraîna des accusations de meurtre. L'incident le plus meurtrier survint en novembre 2023. Une fusillade éclata devant le clubhouse des Hells Lovers, au 5514 East 33 Avenue, dans le quartier de Park Hill, à Denver. Lorsque les tirs cessèrent, 2 hommes étaient morts, Michael David, 43 ans, et Joshua Batts, 39 ans. 5 autres personnes furent blessées, soit 7 personnes touchées par balles au total. Les tireurs furent identifiés comme Sean McPherson et Todd Washington. McPherson fut jugé, puis reconnu coupable en Monsanto-Ban. Juillet 2025 de 2 chefs de meurtre au premier degré et de 6 chefs de tentative de meurtre. La sentence, prison à vie, plus 48 ans. Cette violence contrastait fortement avec la manière dont les voisins décrivaient le club. Les habitants proches du clubhouse de Park Hill expliquaient que les membres des Hells Lovers organisaient des barbecues avec leurs familles. Les enfants et petits-enfants y participaient. Les hors-la-loi, que les procureurs fédéraux décrivaient comme des trafiquants de drogue et des vendeurs d'armes, étaient aussi des pères et des grands-pères préparant des burgers pendant les week-ends d'été. L'influence du club dépassait largement le Colorado et l'Illinois. Dans le Wisconsin, des équipes SWAT firent une descente dans le magasin de moto Eagle Nation, identifié comme un lieu fréquenté par les Hells Lovers. Les DC Eagles MC se considéraient comme des alliés, tandis que les Outlaws, les Phantom MC et les Wheels of Soul restaient des ennemis jurés. Frank Claim Jumper Rios ne vécut pas assez longtemps pour voir le pire de cette violence. Il mourut le 28 décembre 2009 à Milwaukee, à l'âge de 62 ans. La cause fut un arrêt cardiaque aggravé par le diabète. L'homme rejeté par les clubs blancs qui avaient construit sa propre organisation intégrée n'était plus. Les Hells Lovers prouvèrent que le combat pour l'inclusion noire dans la culture biker n'était pas uniquement un combat noir. C'était le combat de tous ceux qui avaient été rejetés, tous ceux à qui l'on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Et en 1969, un nouveau club allait reprendre cette idée et en faire son nom. Outcast MC. Le Outcast MC est né de l'un des moments les plus violents de l'histoire américaine. En 1967, Détroit explosa. Ce que les autorités appelèrent une émeute
La communauté noire l'appela une rébellion. Tout commença lorsque la police fit une descente dans un Blind Pig sur la 12e Street, où l'on célébrait le retour de vétérans du Vietnam. La réponse fut 5 jours de chaos qui laissèrent 43 morts, plus de 7200 arrestations et 2509 bâtiments détruits ou endommagés. La National Guard ne suffisait pas. L'US Army déploya les 82e et 101e Airborne Divisions pour rétablir l'ordre. Les historiens qualifieraient plus tard cet événement de plus grande agitation civile aux États-Unis depuis la Civil War. Au cœur du soulèvement se trouvait la frustration noire envers une force de police qui terrorisait leur communauté depuis des années. Les Big Four, les tristement célèbres unités de police en civil de Détroit, avaient bâti une réputation de brutalité faisant du département un symbole d'oppression. 2 ans plus tard, en 1969, un groupe de riders noirs à Détroit regarda ce qu'il restait et prit une décision. Ils ne pouvaient pas rejoindre les clubs blancs, les Outlaws, les Hells Angels, les Pagans. Aucun d'eux ne voulait de membres noirs. Alors, ces riders adoptèrent l'étiquette qu'on leur avait lancée toute leur vie. Ils se firent appeler les Outcast MC. Contrairement aux Chosen Few ou aux Wheels of Soul, les Outcasts n'ouvrirent pas leurs portes à tout le monde. Ils restèrent entièrement noirs. Pas d'intégration, aucun compromis. Si les clubs blancs voulaient garder leur adhésion pure, les Outcasts feraient de même. Leur patch reflétait leur identité, un crâne rieur avec des cornrows, posé sur une Iron Cross. Leur devise portait un message délibéré, « We ride for peace ». L'orthographe était intentionnelle, et comme d'autres clubs de cette époque, ils développèrent leur propre code, « OFO », Outcast Forever, Forever Outcast. Mais rester entièrement noir ne signifiait pas rester isolé. Le Outcast MC forma une affiliation avec les Outlaws MC, l'un des plus grands clubs 1% entièrement blancs d'Amérique. La relation a été décrite de différentes manières. Certains considèrent les Outcasts comme une branche des Outlaws. D'autres disent qu'ils sont indépendants avec des accords territoriaux mutuels. Ce qui est clair, c'est que les chapitres Outcasts n'existent que dans les Outlaws States, des territoires où les Outlaws détiennent déjà le pouvoir. L'arrangement fonctionna. Un club entièrement noir roulant aux côtés d'une organisation entièrement blanche, chacun respectant le territoire de l'autre tout en profitant de l'alliance. Ce partenariat aida les Outcasts à devenir une organisation nationale. Aujourd'hui, ils possèdent des chapitres dans plus de 30 États américains. Le Mother Chapter reste à Detroit, mais des chapitres majeurs opèrent à Atlanta, fondé la même année que Detroit, ainsi qu'au Texas, en Floride, en Alabama et en North Carolina. L'histoire du club atteignit le grand public grâce au documentaire de 2016 Outcast Forever, qui détient une note de 9,2 sur 10 sur IMDb. Les réalisateurs Dave Hogan Hugesson et Jason Staten obtinrent l'accès à cette organisation notoirement secrète, notamment parce que le cousin de Hugesson était membre du club. Un clip de rap intitulé « Down to Die » par Sean P. et Crucifix contribua également à établir la confiance entre les réalisateurs et le club. Cette connexion avec Sean P. est importante. Le rappeur, moitié du duo Young Blood Z, est membre du Outcast MC. Sa chanson Damn atteignit la 4e place du Billboard Hot 100. Les Outcasts avaient une célébrité dans leur rang. Le club utilisa parfois son influence pour stabiliser la communauté. En 2014, après la fusillade policière de Michael Brown à Ferguson, Missouri, les rues étaient en flammes. Les manifestations se transformèrent en émeutes. La National Guard fut appelée, rappelant Detroit en 1967. Mais cette fois, des membres des Outcasts vinrent aider la police à maintenir la paix. Des bikers noirs debout entre leur communauté et le chaos. C'était un rare moment de coopération pour un club qui connaît très bien la guerre. Les Outcasts et les Wheels of Soul sont ennemis depuis des décennies. Les deux clubs sont majoritairement noirs. Les deux opèrent dans les mêmes régions. Les deux veulent le même territoire. Le conflit est devenu meurtrier à de nombreuses reprises.
En 2013, le membre Johnny Lee Guilford fut inculpé pour distribution de cocaïne. En 2014, James Armstrong fut arrêté pour un meurtre à Birmingham, Alabama, un homicide que des membres des Wheels of Soul considèrent comme dirigé contre eux. En 2022, des membres des Outcasts auraient tendu une embuscade à des membres des Chosen Few à Richmond Hill. L'attaque démontra que les conflits du club dépassaient largement le simple affrontement avec les Wheels of Soul. Puis survint le plus grand acte d'accusation contre un club de motards de l'histoire de la Géorgie. En 2023, les agents fédéraux lancèrent Opération Patronus. 16 membres des Outcasts furent inculpés. Les autorités saisirent 71 armes et 180 000 $ en espèces. L'enquête révéla un réseau d'activités criminelles actif dans tout l'État depuis des années. En 2025, 15 membres du chapitre de Géorgie furent reconnus coupables d'accusations RICO. Le gouvernement fédéral avait prouvé que les Outcasts opéraient comme une entreprise criminelle. Mais la guerre avec les Wheels of Soul continua malgré tout. En avril 2025, une fusillade éclata à Forest Park, Georgia. Lorsque les tirs cessèrent, 2 membres des Wheels of Soul étaient bas des morts. Les tireurs furent identifiés comme Donnell, un HQ McKnight, et Nigel Railroad Blackwood, tous 2 membres des Outcasts. Les 2 tireurs furent également blessés lors de l'échange. Blackwood se rendit plus tard à la police alors qu'il portait encore des bandages liés à ses blessures. Le chef de la police de Forest Park fut direct sur la cause. Territory dispute. Les procureurs fédéraux envisagent désormais des accusations RICO contre les tireurs, ce qui pourrait signifier des peines à perpétuité. Les responsables des forces de l'ordre ont averti d'un possible domino effect on chapters nationwide si l'affaire prenait de l'ampleur. En 1969, la culture biker noire avait explosé à travers toute l'Amérique, de la Californie à la Pennsylvanie, de Chicago à Détroit. Mais avec cette expansion vint le conflit. Et la guerre la plus sanglante de l'histoire biker noire ne fut pas menée contre les clubs blancs. Elle fut menée entre eux. On leur avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Alors, ils construisirent leur propre monde. D'une Harley d'occasion achetée pour 30 $ à des chapitres sur 5 continents. Du rejet à la révolution. La question qui les divisait depuis le début n'a toujours pas de réponse. Intégration ou séparation. Les 2 philosophies ont survécu. Les 2 continuent de façonner la culture biker noire aujourd'hui. Les fondateurs ont presque tous disparu désormais. Mais les patchs qu'ils ont créés flottent encore sur les autoroutes à travers l'Amérique.